Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de À vaincre sans péril avec Anthony. Aujourd'hui on va parler des micro-crèches. Alors dis-nous Anthony, comment tu t'es retrouvé dans les micro-crèches? Alors Antoine, c'est encore une fois une histoire qui commence avec de l'immobilier. On a beaucoup de nos histoires qui commencent d'ailleurs souvent avec un projet immobilier. Pour la petite histoire, on voulait à un moment donné avec Pierre se diversifier et on était à la recherche tout simplement d'un projet immobilier et on tombe sur une très 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 jolie maison de maître à Staffelfelden en face du terrain de foot. Hmm. Et du coup, on va visiter le bâtiment qui était à l'époque en vente par en plus un de nos clients, Monsieur Koenig, si jamais il voit cette vidéo. Belle visite, le prix était intéressant, on était sur, je crois, 300-350 000 euros, Hmm. quelque chose de ce type-là. On est sur une bête de terrain avec quasiment 15 arts de terrain constructibles. Donc en fait, on a tous les éléments qui montrent que ce projet immobilier était plutôt intéressant. Hmm. Et par courtoisie, avant de formuler l'achat, on demande la mairie. Et là, la mairie nous dit, nous, on veut à cet endroit-là une micro-crèche. Alors forcément, on se regarde, on se dit, nous, une micro-crèche, on ne sait même pas ce que c'est. À Hmm. cette époque-là, on n'avait pas d'enfants. Voilà, donc on dit, écoutez, ouais, une micro-crèche, on ne sait pas faire. Donc on passe notre tour, tout simplement. Et je raconte cette histoire-là à un de mes copains promoteurs qui me dit, mais Anto, moi, tu sais pas. Moi, un de mes meilleurs copains, en fait, c'est le numéro 2 ou numéro 3 des Chérubins à Strasbourg. En plus, vous entendriez super bien, vous avez la même énergie tous les deux. Hmm. Et voilà qu'en fait, je finis au téléphone avec Fabien. Je me souviendrai toute ma vie de ce coup de téléphone, parce que la première phrase que Fabien me dit au téléphone, il me dit, tu me fais combien de loyer? Hmm. Je dis, moi, pour le moment, je fais rien du tout. Je suis même pas sûr d'acheter de bâtiment. Il me dit, écoute, c'est simple. Je viens, je prends ma voiture. Je suis chez toi dans 1 heure et demie. Je t'explique le principe de la micro-crèche. Et moi, Staffelfelden, c'est vraiment un endroit où on veut implanter une crèche. OK. Et en fait, voilà comment on démarre un petit peu, cette histoire de micro-crèche. Ça démarre en fait tout simplement par le fait qu'on a acheté un bâtiment. Hmm. On a du coup transformé le rez-de-chaussée de ce bâtiment en micro-crèche et on l'a fait au travers du réseau de franchise Les Chérubins. Donc, alors, c'est le tout début de l'histoire. On n'en est pas encore à comment on a exploité une micro-crèche trilingue, Hmm. mais voilà le début de cette histoire. Et donc après par la suite, tu as fait d'autres projets de micro-crèches, tu t'es pas arrêté seulement à ce premier projet. Alors, effectivement, en fait, si tu veux, soit les Chérubins s'étaient dit qu'on était des gens intéressants, soit nous, on s'est dit que les Chérubins étaient des gens intéressants. Mais en fait, après ce premier projet qu'on a fait à Staffelfelden, qui d'ailleurs, en plus, pour le coup, le chantier de construction a été absolument terrible pour la franchisée qui était du coup notre locataire. Donc, on lui avait donné un petit coup de main sur la fin. Et en fait, si tu veux, on a les Chérubins qui, peu de temps après, nous disent on a un super projet de bâtiment pour vous, et c'est à Guebwiller. Ok. Forcément, Guebwiller, c'est chez nous. Et donc, voilà comment on se retrouve à être une deuxième fois propriétaire d'un immeuble avec des locaux de micro-crèche au rez-de-chaussée. Là, la spécificité, c'est qu'il fallait qu'on rajoute plus de 30 000, 40 000 ou 50 000 euros de travaux à notre charge, ce qui en soi ne posait pas forcément de soucis, parce que dans le centre-ville d'une ville de petite taille, tu Hmm. as une vraie difficulté aujourd'hui à occuper les locaux qui sont au rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'une mairie va jamais vouloir que tu le transformes en habitation. Et en fait, une micro-crèche va te permettre de valoriser ou de survaloriser un actif qui a très peu de valeur. Donc en fait, on avait nous transformé pour le coup une ancienne boulangerie en micro-crèche. Et c'était ça le deuxième projet qu'on a fait. Après le deuxième projet, on en a fait un troisième. Le troisième projet, c'était à Saint-Louis. Donc là, on Hmm. a racheté un bâtiment seul à 500 mètres de la frontière suisse qu'on a transformé avec notre locataire de Staffelfelden en micro-crèche. Après ça, on a encore fait un autre projet à Wittelsheim sur le même principe, achat d'un immeuble complet, transformation en micro-crèche, 2 appartements au-dessus. Alors là, je dis tout ça, ça a dû se faire sur une échelle de temps peut-être de 2 à 3 ans, Hmm. grand maximum. Donc c'est allé assez vite entre chacun des projets, entre le premier et ceux qui ont suivi par la suite. Finalement, il n'y a pas tellement d'années qui sont passées. Alors il y a surtout le Covid qui est passé, qui est passé entre temps, parce qu'on Hmm. l'oublie, mais il y a quand même eu cette période un petit peu particulière du Covid. Mais je dirais effectivement, ouais, il a dû y avoir entre 3 et 4 ans entre Hmm. le premier, entre le démarrage, l'ouverture de la première crèche
et on va dire l'ouverture de la 4e crèche. Je rappelle quand même que pour l'ensemble de ces projets, on était uniquement propriétaire de locaux de microcrèche. Donc à aucun moment, on s'est retrouvé à exploiter des microcrèches. Ok. Et donc, pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période où finalement les enfants ne se rendaient pas en crèche? C'était une période absolument terrible pour les microcrèches, parce que je rappelle que c'était un peu le chaos, que en fait les règles sont sorties au fur et à mesure. Et donc nous, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on avait prévenu tous nos locataires en leur disant, écoutez, voilà, on va faire le nécessaire auprès des banques, on va décaler les paiements, mais en tout cas, on ne vous facturera pas les loyers pendant cette période de Covid. Et du coup, bah forcément, c'est quelque chose qui a été très, très, très apprécié, parce qu'au moment où tu vois en fait tes revenus tomber à zéro, c'est vraiment Mm. ça, hein, les gens se rendent pas compte, Mm. mais dans une microcrèche, tu passes de revenus X à zéro. Par contre, tes charges, elles ne s'arrêtent pas. Mm. Ton comptable faut continuer à le payer, etc. Donc, si tu veux, bah, forcément, bah, les gens se sont dit au final, bah, j'ai la chance d'avoir un propriétaire qui est plutôt cool et plutôt arrangeant. Mm. Donc, si tu veux, la partie Covid qui a quand même duré assez longtemps dans les crèches, parce que c'était des start and go, c'est-à-dire qu'une fois tu pouvais ouvrir, après tu pouvais pas ouvrir, Mm. etc. Et je rappelle encore une fois, si jamais ils nous regardent, que pendant cette période-là, les banques ont quand même plutôt bien joué le jeu et Mm. on a obtenu assez facilement la possibilité de décaler des mensualités de crédit dans le temps. Oui, c'est toujours bon de le souligner. Et donc finalement, comment t'as fini à ouvrir une micro-crèche trilingue? Parce qu'on sait qu'il y a des micro-crèches bilingues qui existent, mais trilingue, ça augmente encore la difficulté. Qu'est-ce qui t'a fait en ouvrir une finalement? Alors, en fait, la première question que tu poses indirectement, c'est comment tu t'es retrouvé dans l'exploitation des crèches. En fait, on s'est retrouvé dans l'exploitation des crèches parce que la crèche dans la ville où Pierre et moi on a grandi, qui s'appelle Guebwiller, Mm. à un moment donné a eu une grosse difficulté financière. Donc nous, on était juste propriétaires. Encore une fois, c'est pas notre priorité, c'est pas notre problème. Mm. Mais disons que quand tu es dans des activités comme celle de microcrèche, tu as un impact social et sociétal qui est très important. Donc en fait, il y a beaucoup de gens autour de toi qui t'expliquent qu'une microcrèche ne peut pas fermer ou une microcrèche ne doit pas fermer, que tu dois faire tout ton possible pour que cette crèche reste ouverte. Il se trouve, et ça on savait très bien, cette crèche a ouvert parce que nous, propriétaires, nous connaissions les élus, parce qu'on a nous donné des garanties qui allaient bien. Et donc, forcément, à un moment donné, le jour où il y a des difficultés, on va t'expliquer que ce serait quand même très très bien que ce type d'établissement perdure dans le temps. Et donc, en fait, du coup, on s'est retrouvé à racheter une première microcrèche à Guebwiller, je crois que c'était en 2024, Mm. si je dis pas de bêtises, donc à peu près 4 ans après qu'on ait acheté notre premier immeuble dont on a transformé le rez-de-chaussée en local de microcrèche. Mm. Et c'est qu'une fois qu'on a fini dans l'exploitation des crèches qu'on s'est rendu compte de la réalité du métier de microcrèche, qui est un métier, passionnant. C'est un métier où tu as des gens qui sont vraiment super bien parce qu'en fait, pour t'occuper d'enfants et de nourrissons toute la journée, faut avoir une vraie fibre parce que tu as quand même des parents qui te font suffisamment confiance pour te confier ce qui est le plus Mm. cher à leurs yeux. Et nous, on s'est senti, si tu veux, ce jour-là, un petit peu, quand tu as des remerciements des parents qui disent sans vous, je ne sais pas comment j'aurais pu retourner travailler, Mm. disons qu'on était à ce moment-là dans le concret. C'est un peu le problème chez nous, c'est qu'une fois quand on fait des choses, en général, on les fait plutôt bien. Donc, si Mm. tu veux, aujourd'hui, sur la partie financière, parce que je ne mets pas les pieds dans une crèche, mais sur la partie financière, dans la gestion d'une crèche, dans le fait de maîtriser les lois, etc., dans le fait de respecter l'ensemble des règles, on est plutôt bon. Et très rapidement, j'ai compris qu'en fait, une micro-crèche seule ne peut pas dégager suffisamment de marge et ne peut pas remplacer les gens qui vont tomber en arrêt maladie. Donc en Mm. fait, j'avais compris, et ça, je pense, après 3-4 mois, que si tu veux que cette activité perdure dans le temps, il t'en faudra minimum 2, voire 3. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies plusieurs structures qui te permettent de générer des roulements dans les effectifs. Parce que Mm. je rappelle quand même un concept très simple. Tu es un lundi matin, il est 7 heures, tu as quelqu'un qui t'appelle qui dit bonjour Anthony, je ne peux pas venir ce matin, je Mm. vais être malade. Et là, tu dois remplacer la personne au pied levé, mais surtout par quelqu'un qui a un diplôme. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué parce que les gens qui ont un diplôme, le CAPEPE, est extrêmement faible. Donc forcément, ça rend ça beaucoup plus difficile. Et on s'est dit que si déjà on allait monter notre crèche, Mm. tant qu'à faire, on allait faire ça avec une pédagogie un peu particulière. Donc le point de départ, c'est-à-dire on va faire une crèche franco-anglaise. Mm. Le seul problème, c'est que il n'y a pas de continuité pédagogique. Pas de continuité pédagogique, ça veut dire qu'en fait, au niveau des écoles, les écoles ne vont pas suivre cet enseignement de l'anglais en Mm. maternelle ou à l'école primaire. Mm. Aujourd'hui, en Alsace, l'enseignement pédagogique est principalement orienté autour du bilinguisme franco-allemand.
Donc pour moi, c'était déjà important de pouvoir apporter ce service aux parents qui veulent mettre leurs enfants dans une école bilingue. Vu qu'on est un peu taré et que c'est ce qui nous différencie peut-être des autres chefs d'entreprise, on s'est dit qu'on allait rajouter une complexité énorme et qu'on allait proposer à des parents, plutôt qu'un simple enseignement bilingue, directement un enseignement trilingue, donc français, anglais, allemand. Parce que je pense que ça correspond à une vraie volonté des parents d'aujourd'hui. Et si déjà on fait un projet, où on gagne peu d'argent, voire pas d'argent, autant faire quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, alors du coup, on a eu la réponse à beaucoup de questions, notamment sur l'école trilingue, mais la question que beaucoup de gens se posent, c'est finalement, est-ce que être propriétaire de micro-crèche, c'est rentable? Alors, je pense qu'il y a deux questions différentes. Il y a la question, être propriétaire d'un local commercial qui se trouve être une micro-crèche, est-ce que c'est rentable? Ni plus ni moins qu'un autre actif immobilier, être propriétaire d'une crèche ou être propriétaire d'un appartement, je pense qu'on est à peu près sur le même type de notion. Dans notre schéma à nous, effectivement, on peut dire que ce qui est rentable, c'est le fait de valoriser des endroits qui ne pourraient pas avoir d'autre affectation. Quand tu transformes à un moment donné une ancienne boulangerie-pâtisserie en crèche, la valeur que tu donnes au rez-de-chaussée, quand tu l'achètes, elle est très faible. Donc, on a créé de la valeur. Par contre, il y a effectivement une idée reçue qui est complètement fausse. Je ne sais pas d'où elle vient. On en discutait encore aujourd'hui avec d'autres personnes. C'est cette idée qu'une micro-crèche gagne de l'argent. Une micro-crèche ne gagne pas peu ou quasiment pas d'argent. C'est pas du tout un service, que tu le fasses de manière privée, que tu le fasses d'une manière ou d'une autre. On n'est pas du tout sur quelque chose qui est rentable. Alors, ça a peut-être pu l'être dans le passé. Ça a peut-être pu l'être en 2014, en 2015. Mais nous, je rappelle que notre première crèche, on la gère depuis 2024. Donc, c'est pas le même contexte. Et en fait, aujourd'hui, une micro-crèche, si tu arrives à équilibrer et à ne pas perdre d'argent, c'est déjà un très très bon début. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, le montant maximum qu'une micro-crèche peut facturer aux parents par heure est le même depuis 2014. Le seul problème qu'il y a, c'est que depuis 2014, le SMIC a dû prendre 25-30% à la louche et la dépense énergétique, elle a dû faire x2, voire x3. Donc forcément, en sachant que ta masse salariale, c'est quasiment 70% de tes charges, forcément, c'est pas ça qui va aider. Donc non, aujourd'hui, une micro-crèche ne gagne pas d'argent. Par contre, encore une fois, ça fait partie des choses que tu fais et je pense que tu peux faire aujourd'hui des projets qui ne rapportent pas d'argent, surtout nous qui avons beaucoup de projets, si tu as l'impression de rendre un service social ou sociétal. Donc pour nous, aujourd'hui, la crèche, on n'est pas dans une optique philanthropique. Le but, c'est pas de perdre un maximum d'argent pour faire du bien aux autres, mais on n'est pas du tout dans une optique commerciale qui est de gagner de l'argent avec ce type de projet. Oui, autant dire que si on veut lancer un projet pour gagner un maximum d'argent, c'est pas forcément une micro-crèche qu'on va lancer. Là, c'est ce qu'on se tue à expliquer à tout le monde aujourd'hui, mais vraiment, les gens sont persuadés que parce qu'une crèche est remplie, tu vas gagner d'argent. Or, c'est ce qu'on explique. En fait, une crèche qui est pas remplie, tu es sûr de perdre énormément d'argent. Nous, on a rencontré des gestionnaires de micro-crèches qui avaient 5 ou 6 gamins inscrits. 5 ou 6 gamins inscrits, ça veut dire qu'en gros, tu prends une pêche à 6-7 000 euros par mois. C'est-à-dire que tu peux perdre 80-90 000 euros sur une année. Donc, encore une fois, entre l'imaginaire et la réalité, il y a bien souvent un monde. Et cette image de micro-crèches qui sont des machines à faire du cash, je ne sais pas si elle est liée peut-être aux très grandes crèches. Je ne sais pas si elle est liée à un espèce d'imaginaire collectif, mais en tout cas, c'est complètement faux aujourd'hui. Dans la petite enfance, que tu sois assistante maternelle, que tu sois travailler en crèche privée ou en crèche publique, honnêtement, c'est de loin pas un business qui est rentable. Et justement, tu nous parles d'assistante maternelle. J'ai entendu dire qu'à l'annonce de l'ouverture de la dernière crèche, donc Kinderworld à Isenheim, la crèche trilingue, tu avais dû gérer une manifestation d'assistante maternelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet événement? Alors en fait, c'est une grande première pour moi parce que je t'avoue que c'est ma première, c'est la première manifestation qu'on peut avoir contre un projet. En fait, pour les avoir rencontrées, avoir discuté avec elles, en fait, elle manifeste pas contre la crèche, elle manifeste pas contre le projet, elle manifeste pour, on va dire, une revalorisation des métiers liés à la petite enfance. Elle manifeste peut-être pour un manque d'écoute de la part de certains élus. Simplement, comme je leur ai dit, en fait, le sujet de la manifestation est très important. Si tu manifestes pour un sujet que les gens ne comprennent pas, c'est l'ensemble de ton message qui est inaudible. Maintenant, ça reste des personnes très importantes dans la société. J'ai essayé de leur expliquer tant bien que mal que on fait effectivement le même métier, c'est-à-dire qu'on garde des enfants, simplement que
c'est pas parce qu'une microcrèche arrive qu'elle va forcément prendre des enfants aux assistantes maternelles. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je suis persuadé que le mode de garde est différent, qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais effectivement, oui, j'ai géré ma première manifestation et j'ai aussi dû prendre publiquement la parole sur les réseaux sociaux, ce que j'avais jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut savoir mettre des limites. Et pour la petite histoire, d'un point de vue communication et marketing, en fait, je dirais tous ces éléments négatifs ont fait qu'on a généré une visibilité qui était décuplée. Et aujourd'hui, en fait, on a récupéré quasiment 20 demandes de parents pour cette micro-crèche à cause, enfin c'est une histoire de point de vue, du tapage médiatique qu'a fait justement cette volonté de la part des assistantes maternelles de manifester contre nous. Donc on peut dire effectivement que, en fait, sans le vouloir, alors même qu'elles défendaient quelque chose qui était complètement inverse, en fait, elles nous ont presque rendu service en nous octroyant une visibilité de l'ordre de 300 à 350 000 vues, ce qui est énorme pour une micro-crèche. Donc, ouais, effectivement, c'est quelque chose qui nous est arrivé pour la toute première fois. Ouais, donc tu as réussi à tirer parti de cette situation difficile. Finalement, elle s'est transformée en situation bénéfique pour la crèche et donc maintenant tout est en ordre pour la rentrée, c'est ça? Alors, et effectivement, alors en plus, si tu veux, quand ça s'est passé, vu qu'on n'avait pas du tout prévu nos supports de com, alors on reste une agence de com, donc on sait faire, mais on n'avait pas du tout prévu nos supports de com. Et quand la polémique a commencé à enfler, on avait à la limite un logo, on n'avait pas de page Facebook, donc on a dû tout faire de manière extrêmement rapide. Et c'est aussi ça le métier de chef d'entreprise, c'est d'être capable de réagir en instantané à une situation que tu n'as pas choisie, mais d'y réagir avec force. Alors, il n'y a pas encore tout qui est prêt pour l'ouverture de la crèche, on a encore 3 mois de travaux. Donc j'espère que mon associé Julien est chaud pour cet été. Mais en tout cas, effectivement, on va ouvrir le 8 septembre et j'espère que ça va être un projet que les parents vont adorer. En tout cas, nous, ça nous aura fait hyper plaisir avec Caroline de le monter. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On en a appris plus sur les micro-crèches, tout ce que ça impliquait. Et maintenant, on attend l'ouverture donc de la dernière. Merci Anthony.